Allô tout le monde, j'espère que ça va. Moi, ça va plutôt bien. Petit changement de dernière minute, comme vous pouvez le voir. Je suis là toute seule. Il y a eu un peu trop de travail du côté de Myriam, mais c'est pas grave. Elle va peut-être nous rejoindre au cours de ce stream, qui va être 1 heure maximum. Et puis en attendant, on peut toujours continuer sur l'océan. Ce qui est bien, c'est un livre qui ne termine pas, enfin qui ne termine pas. On a encore pas mal de pages à lire. Et en particulier, on peut reprendre un peu ce qu'on avait fait la dernière fois sur la polarisation. Il y a des choses pas forcément claires pour tout le monde. Peut-être des choses aussi que moi j'avais mal comprises, donc on va aller voir ça. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à dire bonjour pour ceux qui sont là et puis poser des questions. On va s'y mettre tout de suite avec un petit rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais enfin, on avait commencé à regarder ce concept qu'on avait vu dans pas mal de pages avant, où il faisait un peu de hint. Salut Sofiane. Bonjour. Ah, bonjour. Ok. Je pense que c'est ça. Si c'est ça, je suis fière de moi-même pour avoir compris. La dernière fois, on avait regardé un peu les vecteurs de Stokes, qui sont finalement juste une structure qui comportait 4 affines variables. Ça fait quand même 1 semaine et demie, donc je ne me rappelle pas forcément de tout. Puis en fait, si on regarde le level 2, ou passe au niveau suivant, c'est toujours sur la polarisation et c'est cette fois sur les géométries diffuses, donc de scattering. Donc je pense qu'un petit rappel, et pas trop, et n'hésitez pas, évidemment, avec les questions. Ok, donc on avait vu, qu'est-ce que la polarisation ? Et ça, on avait vu que c'était en rapport avec le champ magnétique, enfin électromagnétique, et en particulier, on décrivait la polarisation. En fait, c'était quand on décrivait le champ électrique, comment il oscillait sur un plan, ça nous permettait de dire si c'était polarisé ou non. On avait remarqué que on n'était pas capable, avec les instruments de mesure de nos jours, d'observer ces oscillations, mais on est capable d'observer la conséquence. Donc ce qu'on disait, c'était lorsqu'il y avait un rayon de lumière qui passait au travers d'un champ électrique, on était capable d'observer la rotation, des changements sur ce champ, et suivant la façon dont ça rotate, on était capable en fait de déduire la polarisation. Si ça fait un tour sur lui-même, donc c'est-à-dire que si on prend une coupe, alors là je me rappelle, il y avait un truc super sympa, ouais, c'était ça. Je pense qu'il était mieux expliqué là, ouais. Donc si on prenait une coupe et qu'on regardait le champ électrique, comment il oscillait, si ça décrivait un cercle au cours du temps, comme on le voit ici, on était sur une polarisation circulaire. Donc il y a, suivant le sens dans lequel on tourne, il y a circulaire, droit et gauche. Et en fait, c'est des conventions de nommage. Et donc, c'est toujours important, lorsqu'on va lire un papier, lorsqu'on va lire la suite, de savoir la convention de nommage pour le milieu. En particulier, il disait entre la physique, l'astronomie, la chimie, chacun utilise un peu le sien, donc c'est pas vraiment unifié. Donc c'est super important de regarder. Donc ça, c'était la polarisation circulaire, qui est donc indépendante du temps. On était capable aussi, si on avait une espèce de polarisation circulaire, mais qui était dépendante du temps, donc ça allait décrire une ellipse cette fois-ci, et là, c'est tout simplement un état intermédiaire qu'on appelle polarisation elliptique.
Heu, si, c'est alors attends, je pense qu'on l'a quelque part. Ben voilà, je pense que c'est celui-là. On avait le dernier type de polarisation qu'on appelait linéaire ou planaire, suivant comment on veut être plus ou moins exact. Donc en gros, si ça oscille entre haut et bas, comme on voit ici, on est sur une polarisation linéaire. Hein, donc on pourrait, si on le décrit en 3D, ça ferait une vague et non pas un cercle. Et lorsqu'on n'est pas capable de décrire un mouvement, c'est-à-dire ça a l'air totalement aléatoire ou fixe, ça veut dire qu'on va considérer que la lumière est naturelle, c'est-à-dire non polarisée. Il y a des guillemets un peu partout parce que, en fait, si j'ai bien compris, on dit que c'est non polarisé pour notre cas spécifique où on étudie l'oscillation à la même fréquence que la lumière. Je suppose que si on était dans un autre contexte, qu'on n'était pas dans l'optique, on pourrait toujours considérer ça comme étant de la polarisation où on pourrait noter une oscillation. Donc ça, c'était tout ça. Et puis, en fait, tout ça, ça nous permet d'avoir un outil mathématique qu'on va appeler le vecteur de Stokes, donc les Stokes vectors, qui vont nous décrire, en fait, cette polarisation. C'est juste une structure de 4 éléments où, là, je pense qu'à la fin, il le résume, si je me rappelle bien. Ouais. Si je regarde bien, le I, je pense que c'était l'intensité. Attendez, si je relisais dans l'ordre. Donc, oui, ce qu'on disait, c'était comment ça oscille. En fait, ça allait décrire comment ça oscille. Et donc, notre vecteur, on allait faire des projections. Donc, on allait prendre 2 axes. Généralement, en optique, ils se mettent par rapport au banc de travail et à l'instrument qui lance le laser. Donc, il y en a un, c'est la direction dans laquelle on lance le laser. L'autre, c'est toujours par rapport au plan de travail, sa perpendiculaire. Et le Z, ça allait être la hauteur. Donc, on va faire des projections sur ces 2 plans, enfin 2 vecteurs, ou 2 axes plutôt, sur le plan de travail. En fonction de ça, on va être capable d'avoir des valeurs de projection qu'on va stocker, en fait, et c'est ça qui va être c'est un de ces éléments. Donc, quand on a Q, donc c'est les 2 vecteurs dont on vient de parler, les 2 axes donc sur le plan de travail, X et Y. On avait vu que ce n'était pas suffisant finalement pour définir une orientation. Donc ça, c'est un peu ce qu'essaye de montrer ce graphe. Et il était important finalement de définir des demi-vecteurs. Donc ça, je crois que c'est dans U, exactement. Donc sur les axes X' et Y' qui sont en fait, on fait une rotation à 45 degrés. Donc au lieu d'être, attendez, comme ça, on se met avec au milieu et on fait pareil de chaque côté. Et on refait les projections. Et en ayant les projections sur X', enfin sur les plans primes, donc ce que j'ai appelé les demi-vecteurs, et les axes normaux, on a Q et U. Mais on reste toujours planaire finalement. Il nous reste quand même la polarisation sur les autres axes. Et ça, c'était V, je pense. Et après, il y avait des liens entre finalement les valeurs. Donc en gros, si on disait que V était positif, on était sur une valeur circulaire avec une rotation vers la droite. Si c'était négatif, c'est une rotation vers la gauche. Et quelques petites choses comme ça. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, donc I, en fait, c'est l'irradiance totale. Donc c'est la quantité finalement de lumière qui va être mesurée.
Et les autres valeurs, Q, U et V, vont avoir des relations avec ce I. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que lorsqu'on est parfaitement polarisé, on va avoir le carré de toutes de Q, U et V, c'est-à-dire des projections sur tous les axes, qui va être égal au carré de I. Donc, globalement, on garde les mêmes quantités et la projection représente bien l'ensemble de l'irradiance. Quand on n'est pas polarisé, l'irradiance totale, finalement, on n'a pas réussi à la reprojeter, donc on a une relation d'inégalité. Donc ça, c'est ce qui est un peu écrit ici. Parce que on risque d'avoir... Donc ici, on va décrire la lumière qui est polarisée, c'est-à-dire qui est orientée sur ces plans. Et ce qui est random, on n'est pas capable finalement de le représenter, donc il manque ce facteur-là, donc on sait que l'irradiance totale est plus haute. Donc ça, on sait qu'on a une lumière non polarisée ou mélange de polarisé avec non polarisé. Ce qui nous permet de décrire finalement des degrés de polarisation, puisque en fait ça va être un pourcentage de la quantité totale de valeur d'irradiance émise par rapport à la quantité de lumière qui va être polarisée. Donc ça, c'est ce qui est représenté ici. Et comme on l'a dit juste avant, on est capable d'avoir ces mêmes degrés de polarisation en fonction de si on veut décrire une polarisation linéaire, donc seulement par rapport à Q et à U, et polarisée circulaire sur V. Tout ça, on disait que c'était super important parce que ça nous permet de décrire qu'est-ce que... En fait, c'est la définition tout simplement de polarisation. Et suivant le contexte, ces équations, ces paramètres, ils s'écrivaient différemment. Donc, suivant si on était dans un contexte d'équation de Maxwell, si on voulait se mettre dans des écritures plus ou moins... par rapport au champ électrique ou par rapport aux magnitudes, etc., des changements de notation. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait vu juste pour savoir que ça existait, mais en gros, ils représentent tous IQUV, donc le SPQR de Stokes. Et là, à la fin, c'était un petit rappel de ce qu'on avait dit. Donc, IQIV, si ce n'est pas polarisé du tout, donc QU et V qui représentent la lumière polarisée, sont égales à 0. Et l'ensemble de la polarisation se retrouve sur I, enfin l'irradiance se retrouve sur I. Après, il y avait on estimait que c'était parallèle ou perpendiculaire, suivant si c'était des projections entières sur l'axe du banc, donc du laser qu'on disait, ou justement l'inverse, pas l'inverse, la perpendiculaire. Mais pareil, ça c'est dans le contexte d'optique, ce dans quoi travaille l'auteur, qui n'est pas du tout un programmeur graphique. Ça, c'était ce que moi j'ai appelé demi-vecteur, donc plus 45, moins 45. RCP, Right Circular Polarization, Left Circular Polarization pour LCP. Ok. C'était un résumé en 10 minutes. Mais moi, ça me remet pas mal dedans. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je peux revenir dessus. L'important, c'est de comprendre. Et donc là, on va reprendre la suite, qui est ce qu'il a appelé niveau 2. J'espère que déjà le niveau 1, c'était pas mal intense, que le niveau 2 sera tout aussi doux dans l'approche. On va bien voir ça. Donc, n'oubliez pas, le lien, il est toujours pin dans la conversation, il ne faut pas hésiter, ce sera toujours disponible. Et bonjour aussi à ceux qui nous ont joints entre-temps, les viewers de l'ombre, et évidemment à ceux qui regardent en différé. Ok,
C'est parti. La géométrie, scattering géométrie, donc géométrie de diffusion, je suppose. Donc, dans cette page, on va parler des considérations géométriques qui permettent de comprendre les calculs pour la diffusion de la lumière polarisée en utilisant les vecteurs de Stokes. Donc, il va y avoir des conventions de nommage. Tout ce qui va être en gras, ce seront des vecteurs dans un espace 3D. Il dit il y a des différences entre les lettres grecques et les lettres latines. Utiliser le bon sens. Donc, les vecteurs de Stokes seront avec un S avec cette police d'écriture, la matrice de rotation R et la matrice de Müller M. Voilà, on commence déjà avec des mots que je ne connais pas. Müller matrice, je suppose. Je vais écrire ça comme ça, on va voir si Wikipédia est... Non, est-ce que je sais l'écrire ? Matrice du Müller, ok, il n'y avait pas d'accent. C'est une matrice à 4 lignes et 4 colonnes, donc 4 par 4, introduite par Müller dans les années 40 pour manipuler les vecteurs de Stokes, ok, qui représentent la polarisation de la lumière. Donc en fait, c'est vraiment spécifique, la matrice de Müller à la polarisation. C'est une généralisation des matrices de Jones, donc je ne connais pas. Et merci Sofiane pour le petit complément d'infos. Dans la documentation de Mitsuba 3, le renderer, on en parle. Ah ok. Je suppose que on en parle de la matrice de Müller et donc, par extension, des vecteurs de Stokes. Je vais juste lire la fin de l'intro, la matrice de Müller. La lumière qui est non polarisée ou partiellement polarisée doit être traitée en utilisant les matrices de Müller, tandis que la lumière qui est complètement polarisée est traitée soit avec Müller, soit celle de Jones. Ok, donc Müller permet de représenter la lumière est polarisée et non polarisée. Beaucoup de problèmes qui impliquent de la lumière cohérente, telles que celles provenant d'un laser, doivent être traités avec les matrices de Jones parce qu'elles sont déterminées à partir du champ électrique et pas uniquement de son intensité énergétique, et l'on ne perd donc pas d'informations quant à la phase de l'onde. Okay. Donc nous, dans notre cas, ce sera Müller parce qu'on veut représenter l'océan. Et la lumière comment elle est traitée dessus. Okay, Sofiane nous dit que Mitsuba 3 a effectivement ajouté la polarisation, donc on parlait bien de la même chose. Merci pour avoir lu la doc, déjà, c'est pas mal. Ok, donc ils nous disent ensuite, donc on a R, la matrice de rotation en 4 par 4, M, la matrice de Müller, donc de polarisation en 4 par 4, et en 4 par 1, on a les vecteurs de Stokes. Ils disent, n'oublie pas de relire la page sur les vecteurs de Stokes qu'on vient de faire, qui permet de décrire l'état de polarisation de la lumière, enfin du champ lumineux, par rapport à 4 composants du vecteur de Stokes, dont les éléments sont reliés aux amplitudes du champ électrique représenté par le vecteur E, qui sont résolus donc, selon les directions, selon un parallèle ou perpendiculaire, dans un plan de référence choisi. Et ça, c'est ce qu'on vient de voir. Par contre, il y a 2 versions des vecteurs de Stokes qu'on va voir dans la littérature. Et ces 2 versions ont des unités différentes et vont également référer à des quantités physiques différentes. Il y a les vecteurs de Stokes cohérents qui va décrire un plan quasi monochromatique de propagation d'ondes dans une direction seulement. Il y a le vecteur et le vecteur
les composants du vecteur ont des unités qui sont puissance par surface, c'est-à-dire l'irradiance. Sur une surface qui est évidemment perpendiculaire à la direction de propagation. C'est un plan de coupe, quoi. Donc, pour être spécifique, les vecteurs de Stokes cohérents sont définis en particulier par Minchenko en 2002, donc c'est quand même il n'y a que 20 ans, par cette formule-ci, qu'on a déjà vue juste avant, finalement. Où epsilon de m, c'est la permissivité électrique du médium, donc du milieu, avec des unités en farad par mètre. Mu de m, c'est la perméabilité magnétique du milieu, qui sont en Henry par mètre. Les champs électriques vont avoir des unités en newton par coulomb, et donc les éléments du vecteur de Stokes vont avoir du vecteur de Stokes cohérent, seront donc en watts par mètre carré, c'est-à-dire l'irradiance. On va également noter le conjugué complexe E étoile, ce qui permet de dire que les vecteurs de Stokes sont dans les nombres réels. Ok. Donc, ce qu'on a vu jusque-là, vecteur de Stokes, en fait, c'est le vecteur de Stokes cohérent, qui permet de définir l'irradiance. Mais en fait, il y a un deuxième type de vecteur de Stokes, qui est le vecteur de Stokes diffus, qui est défini également dans cette équation qu'on voit ici, mais qui décrit la lumière qui se propage dans un petit ensemble, enfin dans un ensemble restreint de directions autour d'une direction particulière, un espèce de, je pense, un faisceau, je dirais que c'est le bon mot, qui lui, au lieu de s'exprimer en irradiance, c'est-à-dire en watts par mètre carré, ça va avoir des unités de puissance par mètre carré, ça c'est toujours bon, donc par unité de surface, mais aussi par unité d'angle solide. Donc c'est-à-dire, vu qu'on est sur un faisceau, on va dire la puissance par angle solide. Donc ça c'est le vecteur de Stokes diffus, et donc on va définir la radiance. Donc attention, irradiance, c'est total. La radiance, c'est par angle solide. Degré solide, je ne sais pas comment on le dit en fait en français, mais j'espère que c'est compréhensible. Ces vecteurs de Stokes, là, ce sont ceux qu'on va retrouver dans l'équation de transfert générale qu'on avait déjà vue à un moment donné, donc qui est référée un peu partout, je suppose qu'on va utiliser quand on va faire la simulation de Monte-Carlo. Donc les différences entre les vecteurs de Stokes cohérents et diffus sont en fait aussi exprimées, sont présentées de façon très rigoureuse dans un papier de 2008 écrit par Minchenko. Voilà. Je vous invite à voir si vous êtes curieux ou curieuse. Les auteurs, donc dans les papiers qu'on va voir, les auteurs omettent souvent, donc là on voit au début, il y a un demi de la racine carrée de la permissivité électrique, enfin le ratio entre la permissivité électrique et la perméabilité magnétique, puisqu'en fait, souvent ce qui est intéressant, c'est les valeurs relatives, donc le degré de polarisation. Mais cette omission fait que ça rend les choses confuses et de toute façon incorrectes si on veut vraiment être physique, enfin sur la physique réelle. Les unités et les magnitudes sont importantes, c'est écrit en italique, je pense que l'auteur peut faire un point de dire c'est important de ne pas l'oublier, et je suis bien d'accord. Les différentes unités des
des vecteurs de Stokes qui soient cohérents ou diffus, et le fait que le facteur, donc 1/2 de la racine carrée du ratio entre la permissivité électrique et la perméabilité magnétique, en fait, sont inclus dans la définition du vecteur de Stokes. C'est subtil, mais a des conséquences très importantes sur la façon que la lumière se propage à travers une surface diélectrique. Par exemple, lorsqu'on parle de la surface RO qui nous intéresse. Il y a eu un papier, donc c'est écrit récent, mais ça a plus de 10 ans, par Shai en 2012, qui discute en fait de l'importance de ces deux points, donc les unités et la magnitude. Donc là, on va parler des systèmes de coordonnées. Donc, pour décrire la diffusion de la lumière polarisée, on doit en premier choisir un système de coordonnées et montrer en détail comment les vecteurs de Stokes résolvent dans ces systèmes de coordonnées, en fait, la résolution des vecteurs de Stokes dans ce système coordonné, puisque ça va être nécessaire pour les calculs de diffusion. Ouais, désolé pour la traduction approximative en temps réel. Donc là, on va avoir un dessin qui va montrer. Donc, on a choisi un système de coordonnées, donc c'est ce qu'on disait, les plans. Donc, on va avoir X, Y et Z. On va avoir O qui va être le centre. On va avoir phi et θ pour décrire les angles selon les plans. Ce qu'il précise, c'est qu'en océanographie, la profondeur et la direction sont définies dans un système de coordonnées cartésiennes en 3 dimensions, avec la profondeur, donc depth, qui est mesurée positivement lorsque l'on s'enfonce, donc on va downward, depuis la surface. Donc à la surface, on est à 0, et je suis 100 000 lieues sous les mers, mais je suis à 100 000, plus 100 000. L'angle polaire θ est défini également dans la direction, dans la même direction en fait, donc il est positif quand tu es dans l'eau. Donc entre 0 et pi, il est positif, donc je suis dans l'eau, et entre pi et du coup, attends. Oui, à partir de pi, il devient dans au-dessus de la surface de l'eau, puisque c'est ici. Donc en fait, la surface de l'eau, c'est le plan XY. Si je suis au-dessus, en fait, là, vu que ça, c'est la profondeur, donc on a vraiment le plan d'eau ici, le soleil et l'air, il est en bas. Et là, ici, tout ça, c'est le champ de l'eau. Donc on le voit bien, il est positif ici, et il est négatif ici. Donc à partir de pi. Plus x, donc l'axe des x, est choisi de façon pratique. Souvent, ça va vers le soleil ou la direction du vent. Et Y, en fait, est déduit du reste pour que ce soit un axe, un système de coordonnées cartésien. Donc, c'est la cross-section. Souvent, donc en 2014, justement, Mobley, donc l'auteur, a utilisé en fait un système de coordonnées qui est basé sur le vent, parce qu'en fait, ça simplifie la modélisation de la surface en disant que la surface de l'océan est aléatoire, mais c'est en allant en fonction du vent que la modélisation va changer.
L'angle azimutal θ est mesuré en sens indirect, counterclockwise. Donc on prend l'axe des X, donc un des premiers axes qui décrit notre surface d'eau. Et quand on va vers le ciel, ok. Donc, ah oui, puisqu'on avait dit que ça va vers le soleil. Ah, oui. Donc si le soleil, il est ici, ça veut dire que θ du soleil, c'est 0. Donc les rayons qui sont émis par le soleil, qui ne sont pas diffus, unscattered, vont donc voyager dans la direction opposée, c'est-à-dire vers moins X. Donc, ils vont aller tout droit, quoi, entre le soleil et le point d'origine. Jusque-là, ça va. Donc, on a des vecteurs unitaires. Là, en fait, c'est les descriptions mathématiques. On va définir donc R. Je pense que c'est un V. Et phi. Je ne sais pas si c'est expliqué. Je pense qu'en vrai, c'est censé être un θ et que c'est juste mal écrit, hein, parce que c'est Rθ et phi ici. Ouais, merci Sofiane de confirmer. Ça fait... Ah oui, c'est les deux notations, c'est vrai, j'ai oublié. Moi, je suis très mauvaise en lecture de grec. Donc, vous le voir. Donc, Rθ et phi. R est défini en fonction et de θ et de phi sur les trois axes. Je ne parle pas grec, ni ancien, ni nouveau. Je sais, je suis faible. Je suis faible. Mais si toi tu parles grec, je t'en prie. Apprends-moi. Donc θ, pareil, en fonction de x, y et z, donc sur les trois plans cartésiens, et phi, phi qui est donc indépendant de la hauteur, de la profondeur, c'est planaire. Ou surfacique dans ce cas-là, puisqu'on parle de la surface de la mer. Ensuite, là, je dirais que c'est un epsilon. Pareil, n'hésitez pas à me corriger. On va noter un epsilon qui va montrer un vecteur unitaire qui va correspondre à la direction de propagation de la lumière. Donc sûrement du soleil vers là où ça va. Lorsque on va avoir, en fonction d'angle défini θ et phi. Donc, si on reprend la figure qui est ici, on va voir θ, epsilon, je veux dire, qui va, donc il nous dit correspondre à R. Non, θ, epsilon, excuse-moi, de prime. Donc, sachant qu'epsilon prime est, je suppose, l'opposé. Ouais, je pense que c'est moins de epsilon. Sinon, ça ne fait pas de sens. Ouais. Donc là, on a R, θ et phi qu'on voit ici, qu'on vient de nommer. Et là, on est en train de définir V', H' et epsilon prime. Donc epsilon, on a dit que c'est la direction de propagation de la lumière. V, je suppose que c'est le vecteur de vue. Alors, on va voir. Donc, dans la théorie de transfert radiatif, je ne sais pas comment on le traduit, mais on va dire ça. Les directions θ et phi correspondent toujours à la direction de propagation de la lumière. Donc, la lumière qui voyage tout droit va donc voyager selon l'axe Z vers le positif avec θ qui est égal à 0. Pour mesurer la radiance dans
la direction θ-phi, on va pointer un instrument dans la direction de vue, ici ça s'appelle. Donc nous, dans notre cas, c'est une caméra. Hein. Ben non, en fait, c'est même pas une caméra. Mais oui. Donc on va pointer l'instrument de mesure dans la direction de vue, qu'on va noter cette fois θv et phi de v. Donc θv, finalement, c'est tout en fait avec moins pi par rapport à la direction de propagation, la lumière, puisqu'on a dit qu'on prenait un plan de coupe. Donc on va avoir θ de v qui est égal à θ donc, de la lumière moins pi. Et pour phi de v, v c'est l'instrument, hein, on se rappelle. Pareil, on veut se mettre dans un plan de coupe, donc on va mettre en plus pi ici. Ça pourrait être dans l'inverse, hein, c'est juste que je pense que c'est des conventions de nommage. Ce qui est le plus souvent le plus pratique pour plotting, donc faire les... Comment ça s'appelle en français, plotting? Quand on décrit la courbe finalement dans l'espace, pour représenter finalement nos données. Donc on va avoir un prime qui va en fait souvent noter le fait que la direction elle est soit incidente, soit ce qu'on dit unscattered, donc non diffuse. Ok, c'est ça qu'on se demandait juste au-dessus, quelle était θ' égale R. Donc epsilon prime ou θ' phi prime vont noter la direction qui est incidente, le vecteur d'entrée de la lumière. Et le vecteur final va être sans le prime. Donc une fois que c'est diffusé, finalement, la direction finale. Donc ce sera epsilon, θ et phi. Ok, ça me semble bon. Ici, on va avoir un vecteur de Stokes, donc 1 parce qu'il y a quelque chose, et là, ça va être linéaire, par exemple. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ok, pour l'instant, ça va, les notations. Moi, je suis à l'aise. Il y a souvent le besoin de résoudre les vecteurs de Stokes dans des directions qui sont perpendiculaires ou parallèles à un certain plan donné, ce qui peut être un plan méridien, le plan de diffusion dans le volume d'eau, ou un plan d'incidence, un plan de réflexion, un plan de transmission de la lumière, lorsque la lumière incidence arrive sur une surface RO, ou même le fond de la surface. Les conventions suivantes vont définir ces vecteurs unitaires. Donc on va noter P, le vecteur parallèle au plan. S va être le vecteur qui est perpendiculaire au plan. Pourquoi S? Parce qu'en allemand, je ne vais pas faire comme si je savais lire l'allemand, le mot perpendiculaire commence par un S. Donc, on a P et S, les deux vecteurs qui sont dans le plan finalement de changement, en fait, de changement de la lumière. Donc, soit RO, soit O, fond marin, dans notre cas. Donc, SP, le vecteur S qui est perpendiculaire, ah oui, perpendiculaire, donc c'est la normale, va être choisi dans une direction qui va être donnée par rapport au cross-product entre le rayon incident et la direction finale. Oui, c'est pour savoir finalement comment ça se reflète, donc c'est la normale. Le vecteur parallèle
P, c'est la direction de propagation perpendiculaire à la direction de... donc oui, de la direction de propagation, cross la direction perpendiculaire qu'on vient de noter, qui était la normale. Ok, donc la normale cross direction de propagation de la lumière. Donc, on a les directions perpendiculaires et parallèles. Lorsqu'on les crosse, ça va nous donner la direction de propagation de la lumière, epsilon. Ouais, bah oui, vu que P est défini en fonction... Oui, ok, on répète à peu près la même chose, mais on l'écrit avec le produit vectoriel. Ok, donc pour une direction d'incidence epsilon prime, on va avoir un vecteur Stokes associé S'. On rappelle prime, c'est quand c'est incident, c'est la lumière qui arrive. Tout ça, ça va être défini par rapport au plan méridien, c'est-à-dire notre surface de contact. Le premier vecteur est pris, is taken to be Z. Ok, donc la première direction d'incidence, je suppose, la direction d'incidence epsilon prime, on va dire que c'est notre axe Z, donc notre profondeur. Et notre vecteur Stokes, c'est la direction de propagation. Donc, on va avoir H', qui est introduit, qui est équivalent à notre vecteur, notre axe de profondeur, cross notre direction, la direction de la lumière, qu'on va diviser par l'amplitude de ce vecteur, donc qui est finalement un vecteur unitaire. Donc, comme vu sur la droite. Donc, on va avoir S'. Oui, après, bon, c'est pas forcément le plus clair ici sur ce dessin. Ouais. Merci pour le grec ancien Cram Jones, ça fait très plaisir. Je suppose que tu dis j'espère que tu vas bien, moi aussi je parle le grec ancien et je me la pète. Ça fait plaisir. Voilà. Ok. Bon. Là, on fait encore des conventions de nommage, mais en gros, ça nous donne une petite idée déjà des... Je commence un peu, à force de répéter, à comprendre, à ingérer finalement les conventions de nommage. Donc, on a ce nouveau vecteur H', qui est un vecteur unitaire, avec... Donc là, il met il explique les relations, évidemment, entre les angles et les amplitudes de ces vecteurs. Et on va donc se retrouver avec H' qu'on vient de définir, qui est également phi prime. Alors, donc on va avoir V de prime aussi qu'on va définir en fonction de ce demi-vecteur. J'appelle demi-vecteur parce qu'il s'appelle H, hein. C'est half d'habitude, donc c'est par habitude. Donc V de prime. Alors attendez, comment il fait ça? Donc, il va nous dire que l'amplitude de Z avec le rayon incident, c'est sinus de θ. C'est-à-dire que si on prend le rayon incident et qu'on le projette sur Z, ça correspond à sinus de θ', je pense. Ouais, sinus de θ'.
Ok, ça, moi je suis d'accord. Donc, H' est égal à phi de prime. Donc, H', ah oui, donc on avait ce phi qui était incident. Donc, H', c'est pareil, c'est la même chose finalement. C'est le rayon incident. Ok. V, c'est notre plan de coupe, on l'a déjà dit. Et vu que c'est le plan de coupe, c'est epsilon prime par H'. C'est le cross entre les deux. Donc, oui, ça c'est bon. C'est notre point de coupe, donc c'est un produit en vectoriel entre nos deux autres vecteurs. Jusque-là, c'est bon. Ce qui veut dire que c'est égal à moins θ ou phi. Je dirais phi, non? Non, moins θ de prime. Donc, pareil, on projette. θ, on l'a défini par rapport à ça. Attendez, on fait la projection. Oui, c'est l'autre, finalement. C'est le complément. Vu qu'on a fait un produit en croix et qu'en fait, on passe le coordonnées polaire à de la géométrie cartésienne. Ok. Ce qui veut donc dire, ça c'est ce qu'on avait dit juste avant, que le vecteur H', le vecteur V', donc de vue, donc qui est transcendantal, c'est si on fait le produit vectoriel, on se retrouve avec la direction de sortie. H. Donc c'est bien le half vector H. Ok, donc les plans méridiens sont toujours perpendiculaires à la surface de l'océan. Ce qui veut dire, donc plan méridien, je suppose maintenant que c'est H, que le vecteur H' est donc défini parallèlement à la surface de la mer, et donc souvent on va l'appeler comme la direction horizontale. Oui, le plan méridien, donc si c'est H, si c'est perpendiculaire à la surface de la mer, ça veut donc dire que la surface... Non, attendez, c'est lequel le plan méridien, on se rappelle là? Non, c'est... oui, le plan méridien, c'est le epsilon. Donc, si le plan epsilon, il est perpendiculaire à la surface de la mer, ça veut dire que un de ces deux-là, c'est la surface de la mer, ou parallèle, on va définir souvent que ce soit H comme horizontal et non pas half. Ce qui veut dire que V, c'est un plan vertical et qui correspond, donc V comme vertical aussi. V view et vertical. Ok. Donc, pour une direction finale epsilon, correspondant à son vecteur de Stokes S dans le plan méridien final, donc dans l'epsilon final, le vecteur epsilon, c'est la direction de propagation de la lumière, et je ne sais pas comment ils disent le deuxième vecteur, je suppose que du coup c'est le vecteur de Stokes, c'est Z, qui n'est pas Z comme profondeur, mais juste Z. Okay. Ce vecteur, this vector cross product algorithm for specifying perpendicular and parallel direction will be convenient. Ok, donc on va utiliser les conventions qu'on vient de voir de nommage, ce qui va être très pratique pour représenter la réflectance sur la surface de la mer et les calculs de transmission pour lequel la lumière va se propager lorsque, en fait, les faces de notre vague, qui va donc changer, qui va être tiltée, qui va changer
sans faire référence au plan méridien. Ok, ça c'est pas super clair, mais si je relis la phrase, notre convention de nommage ici nous permet de définir les équations de réflectance et de transmission en fonction finalement de la surface de l'eau qui va donc être tiltée par rapport au plan de référence qui est le plan médian. Excepté pour les directions d'incidence et finale, c'est-à-dire quand un photon va rentrer ou ressortir d'une région à la surface de l'eau. Oui, bon, en gros, il réexplique ce qu'on vient de dire. Ok, donc maintenant on a Q et U, les composantes du vecteur de Stokes qui décrit la polarisation linéaire sur évidemment un plan de polarisation qu'on va spécifier, qui va être relatif à notre système de coordonnées. C'est ce qu'on a déjà dit depuis le début, donc en fonction des axes qu'on a choisis, Q et U vont changer, mais ils vont dans tous les cas décrire la polarisation linéaire, ou planaire. I, c'est la radiance totale. Donc on n'est plus en irradiance comme on l'était avant, on va être en radiance. Donc l'irradiance par angle solide. Et V, donc le dernier composant du vecteur de Stokes, qui est toujours la polarisation circulaire. Ces quantités ne dépendent pas finalement du système de coordonnées et vont être invariants, quelle que soit la façon dont on va faire tourner notre système de coordonnées. Vu qu'on ne définit pas le système de coordonnées et qu'on définit seulement les projections dessus, les valeurs, quel que soit notre système de coordonnées, restent égales. Jusque-là, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord, je comprends. Donc, dans la figure 1, on va avoir des flèches bleues qui vont représenter le plan d'oscillation du champ électrique représenté par les vecteurs E, qui sont donc parallèles au plan méridien, c'est-à-dire le plan vertical de polarisation. Donc ici, ouais, c'est pas super bien fait, je pense que ça aurait été mieux d'écrire un plan. Mais on comprend bien, c'est ce qu'on avait dit. Donc si la lumière elle se propage là, finalement notre plan E, c'est un plan de coupe pour pouvoir définir la lumière. Donc S', donc les vecteurs de Stokes qui arrivent, prime, on a un rappel, c'est incident, vont être définis comme étant une polarisation linéaire entière. Avec une radiance de magnitude 1. C'est-à-dire que, comme on voit que c'est 1 égale 1, c'est 100% polarisé verticalement. Et maintenant, on va arriver au truc fun, qui est la géométrie diffuse, et qui va sûrement prendre plus que 5 minutes. Donc, ce que je propose, c'est de regarder rapidement qu'est-ce qui va se dire et de le reprendre la prochaine fois, sûrement jeudi, peut-être. Ouais, on va voir. Mais ouais, je vais faire juste une overview rapide parce que après, il faut que j'y aille. Et merci encore à tous ceux qui sont là. Ok, donc, on a dit que les éléments des vecteurs de Stokes, que ce soit Stokes qui rentre ou qui sort, donc incident ou final, ils sont toujours définis relativement à ce plan méridien qu'on vient de décrire au-dessus. C'est-à-dire le plan de coupe. Ce que moi j'ai appelé plan de coupe parce que c'est ma façon la plus simple de représenter ça mentalement.
Par contre, la diffusion, donc le scattering, depuis une direction incidente epsilon prime vers la direction finale epsilon, va être définie dans des termes qui vont inclure l'angle de diffusion phi et en fonction du plan de diffusion du scattering plane qu'on va voir juste en dessous dans la figure numéro 2. En utilisant les équations 5 à 8, on va pouvoir exprimer le plan d'incidence et le plan de diffusion epsilon et epsilon prime en fonction des angles polaires et azimutaux qui soient incidents ou diffus. Donc, on va se retrouver avec le produit, je ne sais plus comment il s'appelle, le produit scalaire entre ces deux directions, qui est égal à cos de phi. Donc, c'est-à-dire phi étant l'angle de propagation. Jusque-là, ça semble être bon. Donc, on le voit bien. Ici, ça, c'est le rayon incident qui arrive à ma surface de l'eau. On se rappelle que là, on est Z positif, donc on est censé être dans l'eau. Après, évidemment, on n'est pas encore à définir ça, mais on essaye de se mettre ça en tête. Le rayon incident, il est diffusé dans cette nouvelle direction phi, epsilon. L'angle entre ces deux vecteurs, c'est phi, justement. Ok, ça c'est bon. Donc l'angle du rouge, là, c'est phi. Vu ce qu'on avait dit juste avant, en fait, il y a façon de retrouver, de réexprimer les deux angles d'incidence et finaux en fonction de leur projection, donc en fonction de θ et phi. Ah, ça fait 2 fois phi, ça doit pas être phi celui-là. Quelqu'un sait c'est quoi ce symbole-là? Ça me fait bizarre qu'il y ait 2 fois phi. Ouais. Ok. Donc là, ah ouais, c'est sympa ça. Là, il nous met en fait, parce que, enfin, moi je trouve ça sympa. Il nous met un point de vue, donc depuis le point de vue incident et le point de vue final, comment sont définis P, S, H et V. Donc, on rappelle P et S parallèles et perpendiculaires parce que c'est en allemand. Et H et V, V comme, on l'a dit, hein, c'est pas la view justement, verticale. Voilà. Comme polarisation verticale et H comme horizontale. Et on va définir en fait des nouveaux angles, je ne sais pas ce qui est une nouvelle notation, alpha et alpha prime, qui sont à chaque fois l'angle, donc le produit scalaire sûrement, entre le vecteur parallèle et le vecteur vertical. Vertical, c'est le plan de coupe, parallèle, c'est parallèle au plan. Et pareil du côté prime. Donc voilà. Je pense que après, la semaine prochaine, ou plus tard dans la semaine, suivant quand je pourrai, on reprendra ça. La géométrie, c'est pas fait pour tout le monde. Je pense que l'important, c'est de comprendre à peu près ce qui est dit, même si on ne retient pas exactement. L'essentiel, c'est... Je pense qu'il y a un peu du matraquage sur les notations, etc. Mais je pense que ça va être important parce que ça nous permet, enfin moi, ça me permet en tout cas de vraiment d'intégrer c'est quoi un vecteur de Stokes, c'est quoi la polarisation, c'est quoi les conventions, etc. qu'on va utiliser plus tard. Et quand je regarde après, on va avoir la radiation des corps noirs, décrire la lumière qui vient du soleil, des misconceptions, etc.
Donc on en a encore quand même pour plusieurs semaines. On ne fera pas le niveau 3 de ce chapitre-là parce que c'est les instruments de mesure. Peut-être qu'on pourra passer 5 minutes juste pour le mentionner, mais c'est pas super intéressant. Et après, on va partir dans les trucs bien plus intéressants, le corps, qui est les équations de transfert et de radiométrie. J'espère que ça vous a plu autant que moi. Moi, en tout cas, c'est toujours le fun de venir faire ça. Merci aux viewers de l'ombre et aussi à ceux qui viennent papoter avec moi, que ce soit pendant les streams ou en dehors. Ça donne du courage. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée, de soirée, et puis on va se retrouver la prochaine fois. Ciao, ciao!